tout d'abord un bonjour de loin, mais on a pris l'habitude maintenant avec les visioconférences. On est heureux à Quimper Communauté de participer à ce webinaire et de partager notre expérience avec la maire d'Arzano. C'est pour présenter un peu ce qu'on fait. Un bonjour aux élus présents, aux agents et aux bénévoles du monde associatif qui se sont inscrits à ce webinaire. Je ne vais peut-être pas présenter ce qu'est un PCAET. C'est un document très opérationnel en fait qui a trait à la transition énergétique. C'est un événement majeur aujourd'hui, la transition énergétique. Si je fais une petite analogie, je trouve, il se passe aujourd'hui dans l'énergie ce qui s'est un peu passé dans les années 80, avec une montée en puissance de l'échelon local. Auparavant, les questions énergétiques et notamment les questions de production d'énergie étaient des choses un peu du monopole d'État avec des grosses installations. Aujourd'hui, c'est de plus en plus décentralisé. Il y a le décret tertiaire aussi qui fait que sur nos bâtiments communaux, on va nous demander d'atteindre des baisses de consommation d'énergie. Donc, les enjeux aujourd'hui sont très territorialisés et avant, c'était géré à des échelons qui nous étaient un peu supérieurs. D'un point de vue politique, j'entends. Et aujourd'hui, on voit bien qu'une intercommunalité et une commune sont un maillon important pour réussir cette transition énergétique. Si je donne un exemple autour des énergies renouvelables, ce sont des installations qui sont de plus en plus de faible puissance, des éoliennes, des chaufferies bois, des méthaniseurs. Ces équipements, ils s'installent sur nos communes, nos territoires et je dirais même dans nos paysages. On va les voir de plus en plus. Donc, le rôle des collectivités, à mon avis, est aujourd'hui de plus en plus important, voire indispensable, puisqu'on va territorialiser en fait les énergies. Donc, c'est important que les communes et les EPCI s'approprient cette transition énergétique. Ça impose donc, je pense, un changement organisationnel au sein de nos EPCI. Et on va vous illustrer un peu ce soir à travers deux mécanismes qu'on a au niveau de Quimper Communauté. Deux points sur cette transition énergétique. Et dans ce cadre, ce qui est important et ce qui est nouveau, c'est cette articulation en fait EPCI commune, qui est à mon avis aujourd'hui un outil très important pour réussir cette transition. Alors, Quimper Communauté, pour nous présenter un petit peu rapidement, on est 16 communes. On a la chance que c'est un périmètre qui est stable depuis de nombreuses années, parce qu'il y a eu des communes ou des intercommunalités où ça a beaucoup changé, ce qui n'est pas le cas ici. C'est donc 16 communes, ça va de 12 000 à 800 habitants, 606 km². On approche des 60 000 habitants. Donc, on est un secteur avec beaucoup d'entreprises. On a 3 800 entreprises sur le territoire. 17 300 emplois, donc 40% dans l'industrie et une bonne partie dans l'agroalimentaire. On a une croissance démographique qui a été plus soutenue encore, je crois, mais qui est pas mal, de 0,8% par an, là, en moyenne sur 2007 de 2007 à 2017. Alors, au niveau de l'énergie, donc on a un PCAET qui a été approuvé, je regarde au niveau Céline, ça fait presque 2 ans. On est en train de le mettre en œuvre. On avait déjà d'autres notamment un agenda 21 qu'on avait déjà en place au niveau de l'intercommunalité. Notre PCAET, entre guillemets, il s'est assis sur déjà des choses qu'on avait déjà en place. Ce que je voulais dire aussi en introduction, mettre un petit peu de politique là-dedans. Au niveau de Quimper Communauté, donc c'est souvent cette relation PCI commune, on en entend souvent parler. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Quimper Communauté? Je regarde la maire d'Arzano quand je dis ça. Ça se passe bien. Ça se passe bien dans le sens, et c'est très important, c'est pour ça que j'insistais un peu au début sur d'un point de vue énergétique, les communes et les intercommunalités vont avoir de plus en plus de rôles, enfin, un rôle important. Et donc, si ce couple EPCI commune fonctionne pas bien, c'est d'autant plus difficile sur nos territoires d'arriver à faire quelque chose. Donc, sur Quimper Communauté, je pense qu'il y a toujours eu une approche assez respectueuse entre l'EPCI et les communes, à tous les niveaux. Ça ne concerne pas que cet aspect énergétique qu'on traite ce soir, ça concerne tout un tas d'autres aspects.
Je vais parler de quelque chose, ça va peut-être illustrer un petit peu, notamment aux élus qui sont là, le transfert eau et assainissement. Ce n'est pas quelque chose de facile. Je crois que globalement, ici, on l'a réussi, on le finalise et c'est des choses qui se sont relativement bien passées. Voilà sur ce que en introduction sur ce que je voulais dire, sur cette importance aujourd'hui d'impliquer les EPCI, mais aussi les communes, et on va l'illustrer sur deux chantiers qu'on a au niveau de Quimper Communauté, que c'est important ce couple EPCI-commune pour pouvoir développer des choses sur nos territoires. Bon, du coup, je passe la parole à Séverine, donc, directrice de l'environnement à Quimper Communauté. Je prends la parole pour rapidement vous parler de l'élaboration du plan climat et puis, désolée pour la diapo qui est un petit peu dense, pour vous présenter un petit peu la démarche alors que vous connaissez, hein, elle est assez classique, plan climat, mais plutôt pour essayer de cibler sur comment ont été associées les communes lors de cette élaboration. Donc, ça s'est déroulé d'avril-septembre 2018 jusqu'à son approbation définitive début 2020. Et en fait, lors de la partie état des lieux diagnostic, et même en amont, il a été décidé d'élaborer le plan climat en parallèle du souhait d'avoir une labellisation Citergie. Donc, ce n'était pas neutre comme choix. Le PCAET, c'était une démarche obligatoire Citergie volontaire. Ça nous a beaucoup aidé et dès le début, le bureau communautaire a été associé pour la présentation du diagnostic Citergie. Lors de l'élaboration et de la stratégie du programme d'action, il y a eu 3 plénières qui ont été organisées à la fois pour définir les futurs souhaitables et puis ensuite pour échanger sur la stratégie et les actions projetées. Donc là, à chaque fois, tous les élus du territoire étaient conviés. Et puis, au moment de la validation et du vote du projet de plan climat, passage à nouveau en bureau communautaire, validation en comité de pilotage. Alors, nous, notre comité de pilotage, il est constitué des 16 communes du territoire, des principaux vice-présidents concernés sur la collectivité et des partenaires acteurs du territoire pilotes d'action. Voilà. Donc, classiquement, le projet est passé en conseil communautaire pour être délibéré. Et puis, peut-être 2 petites originalités, peut-être sur notre territoire. Ce plan climat a été présenté en conférence territoriale, donc, en 2019. Donc, les conférences territoriales, elles ont été au nombre de 3. Elles ont permis de présenter à la fois le PLUI, puisqu'on est dans une démarche PLUI, et le plan climat, le projet de plan climat. Et donc, tous les élus du territoire, donc tous les élus municipaux, sont invités lors de ces conférences territoriales. Enfin, chaque conseil municipal a délibéré sur la priorité qu'on appelle collectivité exemplaire, où là, on a un ensemble d'actions qui relèvent en effet de la compétence des collectivités. Donc, que ce soit de l'intercommunalité ou des communes, et où on trouve essentiellement, principalement, des actions sur le patrimoine, notamment bâti. Et puis enfin, suite à l'approbation du plan climat, on a un réseau des directeurs généraux de services et des directeurs des services techniques sur le territoire. Donc, il y a eu une présentation qui a été faite aussi dans ces 2 réseaux avec, sur le réseau DST, un petit travail de priorisation des actions pour imaginer des petits groupes de travail thématiques pour travailler sur certains sujets. Alors, ça peut aller de l'aménagement de pistes cyclables dans les communes, comment on fait, comment on s'entraide sur ces sujets-là, des travaux, comment on fait la maintenance de systèmes de chauffage. Voilà, j'accélère un petit peu. Sur le premier sujet, améliorer la performance et l'efficacité énergétique du patrimoine bâti des communes,
On va vous présenter 2 points en fait, qu'on a développés sur le territoire de Quimper-les-Communautés. Donc ça, c'est le premier. Donc le conseil en énergie, le service en fait d'énergie, le conseil en énergie partagée, pardon. Donc initialement, c'était un service qui se faisait au sein d'une entité qui était en dehors de Quimper-les-Communautés, qui était Quimper-Cornouailles Développement. Donc c'est une entité qui était à l'échelle de toute la Cornouaille. À partir de 2011, donc ça c'était ce qu'on a fait au tout début. En 2011, il y a eu un vote en fait d'un fonds de concours énergie. Donc ça, Séverine vous le détaillera un petit peu tout à l'heure. Donc ça, c'est un dispositif. On a beaucoup de fonds de concours au niveau de Quimper-les-Communautés et on a notamment un fonds de concours énergie. Je pense que si on n'avait pas de fonds de concours énergie, les communes nous demanderaient. Je pense que ce serait comme ça que ça se passerait. Donc on a une enveloppe annuelle de 500 000 euros où les aides sont conditionnées aussi à l'adhésion au service CEP financé à 50%. Donc les communes ont droit à des aides. Pour que le travail de qualité soit fait, on demande qu'ils adhèrent à un service de CEP et on aidait les communes à adhérer à un service de CEP en finançant à hauteur de 50%. Donc en 2015, toutes les communes étaient adhérentes à un service CEP, donc c'était pour des conventions de 3 ans. En 2017, on a redéfini les modalités en fait, des fonds de concours. Ça, c'est un vrai travail aussi parce qu'il faut une équité entre toutes les communes. Donc ça, c'est un travail important de bien cadrer aussi dans les modalités en fait, des fonds de concours. À partir de 2017, en fait, Quimper-les-Communautés a fait le choix en fait, du retrait donc, alors c'est une agence, une agence d'urbanisme, donc QCD, donc Quimper-Cornouailles Développement. Il y a eu un choix en fait de se retirer. Donc là, on s'est retrouvé devant une situation où il fallait qu'on prenne des décisions, et il a été pris la décision en 2018 de prendre la compétence CEP, donc de prendre la compétence conseiller en énergie partagée. Donc on le fait aujourd'hui en régie. Donc, on a 2 conseillers en énergie partagée qui sont à la disposition, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, qui est à la disposition des communes pour travailler sur toutes les questions énergétiques au sein des communes. Donc, pour ça, il y a une CLECT, donc un acronyme, Commission locale d'évaluation des charges transférées. C'est un coût pour les communes, c'est un prix au nombre d'habitants. Donc, ça a été retiré au niveau des attributions de compensation de chaque commune, ce coût des conseillers en énergie partagée. Donc, alors je ne sais pas si ça existe sur beaucoup de territoires. Voilà. On a des conseillers en énergie en régie qui sont à la disposition des communes pour travailler sur les sujets qui les intéressent. Donc, les CEP passent dans toutes les communes, notamment pour faire un point sur tout ce qui a trait aux consommations d'énergie. Et après, c'est un service qui est à la disposition des communes. Je vais laisser Séverine redévelopper de façon un peu plus précise les missions, en fait. Oui, oui, alors je ne sais pas sur les participants à la réunion ce soir, mais c'est vrai ça existe sur un certain nombre de territoires quand même en Bretagne, on a cette chance. Donc, assez classiquement, pour les territoires qui en bénéficient, il y a la première partie qui est suivi des consommations. Donc là, on est vraiment sur un bilan annuel énergie-eau. On identifie des dérives, s'il y a des optimisations à faire. Et puis, on fait des préconisations pour améliorer le fonctionnement du patrimoine et donc diminuer les consommations. Ensuite, on a la partie optimisation des installations, en effet, où là, s'il y a des difficultés dans l'exploitation d'équipements, on fait des visites diagnostiques, des mesures, des préconisations sur la ventilation, du chauffage, et puis on essaie d'estimer les économies potentielles. Il y a toute la partie accompagnement, donc là, plutôt sur les projets, donc soit de nouveaux bâtiments, soit dans le cadre de rénovation. Là, ça va de la participation à la rédaction du programme, la rédaction du cahier des charges, la présence lors des réunions de programmation, d'AMO, ensuite pour suivre le montage du projet, et puis ensuite l'analyse des offres, même des réunions de chantier. Voilà, c'est assez, ça dépend du souhait des communes d'être associées, et puis du temps disponible aussi accessoirement aussi parfois.
Il y a aussi toute la partie conseil et veille. Donc, sur la partie aide, on accompagne les communes pour monter les dossiers des CIL, des ETR. On prépare les dossiers aussi C2E qui sont ensuite transférés. Nous, c'est le DEF qui vend les C2E, mais ce sont les CEP qui font toute cette partie montage de dossier. Des études d'opportunité sur certains projets. Mais on va le voir ensuite sur la filière bois, on a d'autres acteurs qui peuvent le faire. Et puis la partie sensibilisation sur les réglementations qui arrivent. Voilà. Et puis on a aussi un petit peu de matériel qu'on peut prêter. Sur la partie fonds de concours, donc ça c'était l'accompagnement technique, l'accompagnement financier. On a 2 fonds de concours, en fait, c'est ce qu'évoquait Christophe Leroux. On a 10 thèmes, hein, ça va de la lecture publique à l'aménagement des arrêts de bus, au petit patrimoine, à la démolition-reconstruction. C'est assez vaste, les fonds de concours chez nous. Et sur la partie énergie, on a 2 sous-thèmes, la maîtrise de la demande en énergie, donc là pour la rénovation du patrimoine public, donc, à chaque fois, toutes les études sont financées à hauteur de 50%. Donc, quand je parle d'études, c'est AMO, études, enfin, tout ce qui concourt à permettre d'avoir les éléments pour décider. Donc, voilà. Bon. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de ce qui est un CEP, référence, projet, etc. C'est assez technique, mais en tout cas, plus on est performant, plus on a une aide au mètre carré. C'est ce qui a été revu en 2017 parce qu'avant, on avait un système qui était un petit peu plus compliqué. Ce n'est pas si évident de l'appliquer à chaque projet. Voilà. Et donc, la philosophie, c'est vraiment d'aider la rénovation parce qu'on sait que c'est beaucoup plus facile de faire du neuf performant que de la rénovation performante. Et donc, on finance tout ça. On a aussi une aide, un fonds de concours aussi sur les énergies renouvelables. Donc, depuis très longtemps, hein, on le verra après sur le sujet filière bois, les projets bois sont bien aidés, donc jusqu'à 70 000 €. Et apparu en 2017 aussi une aide sur les installations solaires photovoltaïques, avec là une aide au kilowattheure. Et toujours 50% de toutes les études qui sont financées pour aider à la décision. Voilà. J'essaie de passer assez rapidement parce que je vois le temps qui tourne. Donc ça, c'était le premier chantier qu'on souhaitait exposer ce soir, dans cette partie CEP. Et le deuxième qu'on souhaitait développer, c'était le développement de la filière bois sur le territoire de Quimperlé Communauté. Donc ça a été assez historique hein, sur le territoire de Quimperlé Communauté. Donc en fait, on avait identifié différents enjeux, hein, favoriser le recours à l'énergie bois, énergie renouvelable, énergie abondante. On avait fait des études ici en local pour voir quelle disponibilité on avait au niveau des ressources, et notamment au niveau de l'exploitation des ressources bocagères, et donc une ressource aussi locale versus pétrole, gaz qui viennent de l'extérieur. Favoriser la création, on avait différents objectifs, hein, favoriser la création de nouvelles chaufferies bois, garantir une gestion durable du bocage et de la ressource bois en général. Une idée aussi, c'était de redonner peut-être de la valeur à notre bocage pour que peut-être à travers ça, ce soit aussi une façon de pérenniser ce bocage en lui donnant de la valeur et en ayant bien évidemment aussi une gestion durable de ce bocage. Sécuriser et maîtriser les approvisionnements en combustible. Quand on voit les variations de prix qu'on a sur les énergies fossiles, c'est vrai que d'être sur une énergie beaucoup plus localisée, ça peut être intéressant. Développer une économie locale, fédérer et valoriser des ressources du territoire autour de ces objectifs partagés. C'est aussi important, moi je vois ça au niveau des projets qu'on a autour de l'énergie bois. Quand on explique aux gens en fait que le bois il vient entre guillemets de la haie qui est l'autre côté du petit vallon, voilà, et ça intéresse aussi les gens et ils comprennent bien pourquoi aussi en tant que collectivité on développe cette stratégie-là d'énergie bois sur le territoire parce qu'on favorise aussi une économie locale. Juste pour donner quelques chiffres, en fait, aujourd'hui sur le territoire de Quimperlé Communauté, on a 18 chaufferies bois, ce qui est je ne sais pas, beaucoup, pas beaucoup, enfin nous on trouve que c'est pas mal.
avec des puissances installées qui sont assez variables, puisque ça va de 50 kW à 550, donc des puissances qui vont du simple de 1 à 10. Et ça représente aujourd'hui en consommation de bois environ 1900 tonnes de bois par an sur nos chaufferies. Je vais repasser la parole à Séverine. Alors, j'espère ne pas trop vous faire peur avec ce schéma. Il faut que tu les guides. C'était pour montrer un petit peu tous les acteurs, évidemment, qui permettent à cette filière de fonctionner. Donc, en effet, initialement, c'est Quimperlé Communauté et Concarneau-Cornouailles Agglomération qui se posent la question de structurer une filière bois. Alors, ça part aussi initialement de groupements d'agriculteurs, hein, voilà, sur notre territoire. Et donc, nous, du choix de Quimperlé Communauté de choisir le bois dès 2005 et puis ensuite en 2008 pour nos piscines. Après, on a besoin d'avoir une sorte une sécurisation de cet approvisionnement, une garantie de qualité, de traçabilité aussi. Donc, il y a ce travail qui est donc, QC, c'est Quimperlé Communauté, hein, pour le coup, et donc, en 2013, est créée la SIC, donc la Société coopérative d'intérêt collectif, donc, qui est composée de plusieurs collèges, hein, à la fois des clients, des intercommunalités qui ont participé à sa création, des fournisseurs, donc agriculteurs, forestiers, voilà. Et donc, cette SIC fournit le bois et jusqu'à fin 2020, elle réalise aussi les études d'opportunité et accompagne les projets bois-énergie. Donc, c'est vraiment le salarié de cette SIC qui réalise les études pour les communes et qui fait un petit peu office d'assistant maîtrise d'ouvrage en fait, pour accompagner les communes. Quimperlé Communauté, en parallèle, porte le service conseil en énergie partagée de l'autre côté, la CEP, qui, comme on l'a vu, conseille, oriente, accompagne. Et puis, finance les projets des communes par le biais des fonds de concours. Et en 2018 apparaît un nouvel acteur qui est la SPL, la Société publique locale bois énergie renouvelable, à laquelle Quimperlé Communauté adhère, donc devient sociétaire. C'est une société qui est essentiellement composée de collectivités, donc, et qui est à l'échelle du nouveau Pays de Lorient, donc Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté, donc, qui bénéficie à ces deux intercommunalités et à l'ensemble des communes. Et son rôle, ses missions, hein, dans les statuts, elle peut faire les études, construire et aller jusqu'à exploiter des chaufferies et des réseaux. Et donc, les communes, c'est la petite flèche qu'on voit en bas, portent des projets, mais aussi peuvent devenir sociétaires de cette société publique locale et déléguer la construction de leur réseau de chaleur ou de leur chaufferie à cette SPL. Élément nouveau aussi depuis début 2021, on a signé un contrat d'objectif territorial Fonds Chaleur avec l'ADEME, et Quimperlé Communauté et Lorient Agglomération ont décidé de confier l'animation de ce Fonds Chaleur également à la société publique locale. C'est assez lié, hein. Là, la SPL, on parle essentiellement de bois énergie renouvelable. Le contrat d'objectif Fonds Chaleur, on est sur les énergies renouvelables thermiques. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres énergies, le solaire thermique, la géothermie, la chaleur fatale, mais on avait un acteur qui répondait déjà dans le cadre de ses missions et de ses compétences à ces sujets-là, et donc c'est le choix qu'ont fait les intercommunalités. Il manque des flèches, hein, mais ça devenait un petit peu compliqué. Évidemment, les communes peuvent être aussi sociétaires de la SIC en haut. La SIC leur fournit du bois aux différentes chaufferies. Voilà. Entre les communes et la SIC, évidemment, il y a aussi
des liens assez forts. Voilà, je vais peut-être arrêter là de mon côté. C'est peut-être un petit peu dense, mais n'hésitez pas à poser des questions. Merci Christophe et Séverine pour cette présentation. Donc on est dans les temps, hein, nickel. Bon. On avait un peu peur. Ouais. C'est un objectif qu'on nous avait assigné. Pas de souci. On avait une question donc dans le chat de Dominique Ramard, maire de Saint-Juva, qui demandait par rapport à ce que vous avez présenté au début, je pense, la délibération en conseil municipal de collectivité exemplaire lors de l'élaboration du PCAET. Donc, est-ce que la priorité collectivité exemplaire prévoit des objectifs chiffrés de réduction des consommations énergétiques ou d'émissions de gaz à effet de serre ou encore de production d'énergie renouvelable? Alors, c'est une question qui nous a été posée après coup, puisque en effet, les municipalités qui ont pris ces délibérations-là, c'était en 2019. Et donc, en 2020, on a eu des élections et des nouvelles équipes qui se sont penchées en effet sur ces engagements et sur le plan climat. On n'a pas d'objectif par commune. Donc aujourd'hui, on part vraiment sur les objectifs qui ont été fixés globalement à l'échelle du plan climat, les pourcentages de réduction des consommations et le pourcentage d'augmentation des énergies renouvelables, mais sans le décliner par commune en fait. On n'a pas dit telle commune doit faire tel pourcentage et telle commune une autre. Ok. Donc alors aux participants, donc n'hésitez pas à poser vos questions voilà, dans le chat ou même si vous voulez à activer votre micro pour poser une question directement. Peut-être lors de nos échanges, vous aviez évoqué des animations de réunion à destination des agents, notamment ceux qui exploitent les chaufferies, mais aussi sur des projets de photovoltaïque en autoconsommation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment ça se passe? Et donc finalement, là, c'est l'EPCI qui impulse quelque part, qui propose des animations à tous les agents des communes. Voilà, comment ça se passe et comment ça a été reçu de la part des communes et des agents? Alors sur la première partie, exploitation de chaufferie bois, c'est vrai que comme vous l'a dit Christophe Leroux, on commence à avoir un certain nombre de chaufferies sur le territoire, 18 chaufferies. On participe aussi à l'animation et à l'avis de la SIC qui fournit le bois. Et donc, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Une chaufferie bois, ça ne fonctionne pas forcément toujours parfaitement bien. Donc, on a vu la nécessité de créer ce réseau, une première réunion en tout cas déjà qui va être dédoublée ou qui va se poursuivre, d'exploitation des chaufferies bois pour qu'ils puissent en fait échanger entre eux sur les difficultés rencontrées, sur les réussites, la résolution de problèmes, et puis qu'on puisse, sur certains sujets sur lesquels ils se sentent un petit peu en difficulté, alors quelquefois ça peut être la qualité du bois, ça arrive, ça peut être aussi les difficultés quelquefois quand on rencontre un problème sur la chaufferie, de ping-pong entre c'est l'installateur, non c'est le constructeur, non c'est le bois, enfin on ne sait plus trop d'où vient le problème et voilà. Ça peut être aussi sur les contrats de maintenance. Donc voilà, on a fait une première réunion qui a eu un écho plutôt favorable. Tous les collègues des agents des communes étaient très contents de cette réunion-là. Après, bon, le contexte fait qu'on n'a pas pu forcément reproduire cette réunion-là, mais en tout cas, c'est attendu. Et sur la partie solaire photovoltaïque, là, c'est parce qu'on a senti que
Vous l'avez vu, le fonds de concours, on a rajouté cette partie solaire photovoltaïque en 2017. Et en fait, on a eu notre première demande de fonds de concours sur le solaire photovoltaïque cette année. Donc, on a vu que ce n'est pas quelque chose qui prenait très facilement au niveau des communes, alors pour diverses raisons. Hein, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est peut-être pas, enfin, ça fait peut-être peur. On ne sait pas comment on va exploiter. Voilà, donc Quimper les Communautés a fait le choix de réaliser 2 installations en régie et en autoconsommation sur ces bâtiments. Pour cela, ils viennent d'être installés là, il y a 15 jours, hein, donc c'est vraiment tout récent, a organisé une formation mutualisée en demandant aux agents du territoire des différentes communes s'ils étaient également intéressés. Et donc, du coup, les agents de certaines communes ont été formés et ont participé au chantier d'installation en régie de cette installation. Et l'objectif, évidemment, c'est de faire des petits. Hein, et c'est que on puisse rassurer les communes, les agents des communes sur la faisabilité de ce type de projet sur leur patrimoine. Et puis aussi de créer une sorte de compétences ou de réseau de compétences entre agents du territoire. Ok, merci. Alors, entre-temps, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées dans le chat. Je vais vous les poser par ordre d'arrivée. Donc, du coup, Monsieur Ramart de Saint-Juva qui demandait si vous étiez sur la bonne trajectoire, entre guillemets. Ensuite, à sa question sur la collectivité exemplaire précédemment. Je crois qu'on est toujours dans le doute par rapport à ça, parce que c'est vrai que dans le plan climat, air, énergie, territoire, on a des objectifs à atteindre. Et c'est vrai que, comme disait Céline tout à l'heure, on est aidé par, je ne sais pas, c'est une association aussi, ou un organisme, par Citergie, pour voir si on répond bien vraiment aux objectifs qu'on s'est donnés. Mais effectivement, alors c'est un des enjeux parce qu'on a du mal des fois à savoir si on est vraiment sur la bonne trajectoire ou pas. Le sentiment, c'est que j'ai l'impression qu'on a pris la bonne trajectoire, mais c'est pas toujours facile, effectivement, je trouve, des fois à quantifier. Voilà, on voit des projets qui sortent, d'autres qui sortent pas. On envisage quelque chose, ça se fait pas, c'est plus long que prévu. Il faut essayer, quoi. C'est vrai qu'on est dans la démarche où on essaye. Tout à l'heure, il y avait une question sur la commune exemplaire. Est-ce qu'il fallait mettre quelque chose de chiffré par commune? Je ne crois pas qu'on l'aurait fait ici. Je ne sais pas si ça avait été envisagé, c'est sur le précédent mandat. Je ne pense pas que ça a été envisagé. Je pense qu'on essaye plutôt de créer, quand je vois la diapositive de Séverine, là, je veux dire un écosystème, quelque chose qui fasse que en fait, les communes peuvent être accompagnées sur leurs projets et puis qu'elles, en interne, aient des projets et qu'elles se retrouvent avec des acteurs autour d'elles relativement proches pour que ça aille jusqu'au bout. J'ai l'impression que, par exemple, sur tout ce qui est chaufferie bois, ça a marché comme ça, en fait. Une commune avait un projet, chauffer un nouveau bâtiment ou suite à la rénovation d'un bâtiment, on se pose la question. Et en fait, le fait d'avoir des acteurs comme la SPL, la SIC, les CEP, Quimper les Communautés, son fonds de concours, etc., et le projet émerge. C'est vraiment comme ça que j'ai l'impression que sur le territoire, ça se fait. Alors, j'espère qu'on est sur la bonne trajectoire, mais c'est dans quelques... je ne sais plus quand est-ce qu'on a un prochain point avec Citergie, mais j'ai l'impression. Mais on n'est pas sur quelque chose au niveau des communes de quantifier vraiment, quoi. Après, peut-être pour compléter, c'est vrai qu'il y a les questions sur les données chiffrées ou la trajectoire. C'est vrai que le plan climat a été approuvé début 2020. On a eu les élections, on a eu le contexte sanitaire. Enfin, bon, ce n'était pas forcément ultra propice aussi pour la poursuite des projets ou le démarrage de projets en tout cas. On n'a pas... je ne sais pas, j'imagine que c'est un petit peu comme sur les autres territoires. Hein. Nous, le diagnostic du plan climat, il a été élaboré grâce à l'Observatoire de l'environnement de Bretagne. On n'a pas de données consommation du territoire qu'on peut annualiser, enfin, qu'on peut mettre à jour annuellement aujourd'hui. Voilà, maintenant, avec les open data, on pourrait, mais
Aujourd'hui, on n'a pas ce monitoring très précis. On a en 2022 notre première évaluation à mi-parcours du plan climat. Je pense qu'on se fera une autocritique, en effet, de peut-être là où on doit s'améliorer pour suivre plus précisément ce respect des objectifs. Ok, donc là, c'était par rapport aux questions de Monsieur Ferré, maire d'Arsenal, c'est ça, je pense que vous répondiez. La suivante de Monsieur Jacques Ardouin, par rapport au linéaire de haies ou surfaces boisées qui sont nécessaires. Donc, il vous demandait quel était votre linéaire de haies nécessaire pour avoir l'approvisionnement local. C'est une question qu'on se pose sur la commune de Nouveautou, d'avoir une chaufferie bois, donc c'est quelque chose qui est envisagé. Mais ce qu'on n'a pas envie non plus, c'est de faire venir le bois de l'autre bout de la Bretagne ou d'ailleurs pour rester en circuit court. Et j'ai un chiffre de 30 km de haies pour 150 kW. Est-ce que vous avez des retours d'expérience de ces linéaires de haies, sachant que ce sont des haies vingtenaires ou quarantenaires? Alors, malheureusement, je ne suis pas une spécialiste du bois énergie. Je sais que mes collègues connaissent très bien les ratios. 1 km de haie peut fournir tant de kilos ou de tonnes de bois. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de toutes les chaufferies bois du territoire qui sont alimentées, alors dans les 18 chaufferies, il n'y a pas que, il y a aussi une partie en granulé. Mais bon, qui est en termes de tonnage beaucoup moins importante que celle en plaquettes énergie. Aujourd'hui, juste pour vous donner un ordre d'idée, pour toutes les chaufferies du territoire, c'est 9 agriculteurs qui alimentent et un forestier. Donc, on a 400 exploitations sur le territoire. On n'est pas du tout… on est très loin d'utiliser toutes les haies du territoire pour alimenter nos chaufferies. Ça, je pourrais vous retrouver. Il y a des ratios qui existent sur tant de kilomètres de haies fournis, tant de tonnage de bois, mais là, joker. J'ai retrouvé un chiffre au niveau du diagnostic qui avait été fait. On avait un potentiel en fait sur du bois bocager, donc je parle que du bois bocager, donc l'exploitation des haies et des talus, de plus de 4000 tonnes sur le territoire. Et vous voyez, aujourd'hui, on est à 1900 tonnes et toutes ces 1900 tonnes, et aussi une partie, c'est du granulé et des choses comme ça. Donc, en fait, on est largement en dessous encore des capacités, même dans le cadre d'une gestion durable, avec un développement sur le territoire d'un nombre de chaufferies relativement important. Madame Guillemin, après, qui demandait plus globalement quels sont, selon vous, les inconvénients ou les limites de l'énergie bois? Pour l'instant, sur le territoire, sur chacun des projets, alors il y a une phase technique où il faut faire très attention parce que c'est pas des installations, c'est des installations relativement complexes. Donc, il faut savoir vraiment s'entourer de personnes qui sont compétentes. C'est pas juste poser une chaudière gaz dans un local et faire les raccordements. Voilà, il y a du convoyage. C'est des machines beaucoup plus complexes. Donc, je pense que sur la partie technique, il faut faire attention. Sur le territoire, sur un autre sujet, je trouve que il n'y a pas eu de souci, je crois pas, d'acceptabilité des chaufferies. Moi, sur ma commune, j'en ai une en plein centre-bourg. J'ai pas eu de souci par rapport à ça. J'ai pas vu d'inconvénients par rapport à ça. Les riverains s'étaient posé des questions, notamment sur quand vous faites une chaufferie bois, vous avez des choses qu'on n'aime pas trop voir, mais qu'on est quand même obligé de mettre, c'est des cheminées. Donc voilà, les gens s'interrogeaient sur les cheminées. Et puis moi, aujourd'hui, on ne m'en parle plus. Donc si on n'en parle plus, je sais qu'il n'y a pas de problème, parce qu'en général, un maire, on vient le voir quand il y a des problèmes. Au niveau des limites, oui, la ressource en bois, quoi. Donc c'est quelque chose à laquelle on essaye aussi de faire nous attention. Nous, avec la SIC aussi, on a une gestion aussi au niveau parce que après une chaufferie bois, vous avez des cendres, donc il faut savoir gérer les cendres aussi. Il faut trouver des débouchés pour les cendres. Donc nous, au niveau de la SIC, ils ont des filières d'épandage aussi, mais il faut faire attention à ça. Après, dans le futur,
mais là, pour l'instant, nous, on n'a pas de souci. Ça serait peut-être des réglementations, peut-être sur la gestion des fumées, quoi. C'est peut-être quelque chose qui pourrait arriver à un moment donné ou pas, mais pour l'instant, nous, on n'a pas de souci, par rapport à ça. J'ai pas de projet en tête où on a vraiment eu des gros inconvénients, à part gérer des soucis techniques de construction, mais autrement, on n'a pas d'inconvénients. Ok. Je ne sais pas si je peux préciser ma question. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Merci déjà pour les réponses. Mais en fait, moi, ce qui me pose question, c'est la ressource en bois au niveau de l'arbre en tant que tel, en fait. Parce que nous, dans le Brocéliande, on a beaucoup de linéaires aussi bocagés, mais les haies, elles sont assez vieillissantes, c'est des vieux arbres. Il y a eu un problème au niveau du renouvellement des arbres et des strates, en fait, intermédiaires. Et c'est vrai que là, on parle beaucoup de tous les apports au niveau biodiversité des arbres, comme puits de carbone, etc. Mais mon souci, c'est je vois pas trop comment un arbre, il peut, même si traditionnellement, je sais que tous les 7 ans, les arbres étaient émondés, mais c'était pour faire des petits fagots et notamment alimenter les fours du Pays de Rennes, les boulangeries du Pays de Rennes. Mais là, apparemment, si j'ai bien compris, les branches, il faut qu'elles aient des sections beaucoup plus importantes, donc elles sont coupées tous les 12 ou 20 ans, si j'ai bien compris. Et je ne vois pas comment un arbre il peut supporter en fait ce genre d'émonde. Parce que je me dis, forcément, ça l'affaiblit, ça le fragilise. Et les sections étant beaucoup plus grandes, il y a forcément des problèmes justement liés à cette coupe qui est beaucoup plus longue dans le temps. Et donc, je m'interroge sur après la capacité de l'arbre dans le temps à vivre en fait. Alors, juste, enfin, je ne sais pas, ça va pas être la réponse peut-être complète à votre question, mais en effet, on finance la SIC. Là, la SIC a répondu à un appel à projet et donc développe le label E, qui permet en effet de faire des plans de gestion de tout le linéaire de haies d'une exploitation pour justement prévoir à quel moment il faut entretenir selon le type d'arbre, le type d'essence qu'on peut retrouver dans la haie. Voilà. Après, c'est pas forcément… oui, je ne sais pas si on est allé jusqu'à cette réflexion. Aujourd'hui, ça partait vraiment de groupes d'agriculteurs qui, de toute façon, entretenaient leurs haies et aussi de choses qu'on a pu voir sur le territoire et qui peuvent se voir aussi ailleurs, où quelquefois, plutôt que de garder une haie, on préfère l'enlever parce que ça prend du temps de l'entretenir. Et donc, il y avait aussi le souhait de dire, plutôt qu'avoir rien, on préfère quand même avoir une haie qui est entretenue et qui peut avoir ce temps d'exploitation qui prend du temps, valorisé par la vente de bois. Je ne pourrais pas vous répondre sur l'impact que ça a sur l'arbre. Voilà, là, j'avoue, je sèche aussi un peu sur… Au niveau de la SIC, en fait, la personne, il y a un emploi en fait, au niveau de la SIC. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est formé à ça, quoi. Son métier, c'est la gestion de l'arbre. C'est pas quelqu'un qui voit la ressource comme quelque chose à exploiter. C'est-à-dire qu'il vient voir les haies en amont, il voit où on peut faire des tailles, etc. Et très clairement, enfin moi je sais que sur ma commune, on en a parlé aussi. Il y a des endroits aussi, des fois c'est nécessaire parce qu'en fait vous avez des haies qui sont mono-espèces. Et en fait, il ramène à travers ce qu'il fait aussi de la biodiversité au niveau des essences d'arbres. Et quand on n'a pas un œil en fait un peu expert par rapport à ça, on ne le voit pas du tout. On voit une haie. En fait, il nous montrait des photos. En fait, il disait cette haie-ci, vous avez l'impression qu'elle est bien. Et en fait, pas du tout, parce que c'était la même espèce. Ici, c'était que du châtaignier, voilà. Et en fait, il disait non, ça va être bien d'éclaircir un peu pour faire apporter d'autres choses. Effectivement, il faut faire attention à ça. La gestion de la haie ne peut pas être qu'un pur métier
très technique de je coupe et je broie, et voilà, quoi, ça doit vraiment être ça. Après, moi, une image que je donne un peu aussi, les haies avant, dans les années 60, 70, enfin peut-être 50, 60 plutôt, 70, ça commençait déjà à diminuer, c'était une vraie ressource en Bretagne. Elles étaient énormément exploitées parce que beaucoup de chauffage était du chauffage bois, et c'était là qu'il y en avait le plus. Donc, ce n'est pas antinomique. Je pense que de la gestion de la haie et du bocage, ce n'est pas sa destruction. Par contre, il faut faire attention avec qui on fait. Et vous avez des fois, effectivement, des opérateurs sur certains territoires, c'est coupe-rase, lamier, voilà, c'est des travaux mal faits. Donc ça, il faut effectivement faire attention. Et en tant qu'élu, souvent, on vient nous faire ce reproche-là. On vient nous dire, bah voilà, on a vu là-bas, le chantier a été mal fait. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Nous, on a la SIC, la SPL est tantôt quelque chose d'assez très technique en fait sur la gestion de chaufferie et de la maîtrise d'œuvre et de l'exploitation. Et donc ça, c'est la partie SPL. Et la partie SIC, c'est vraiment un autre métier sur le bois en tant que tel, l'arbre. Et ça, c'est important aussi d'avoir cette ressource. Ok, merci. Je voyais une main levée de Madame Lebaillon, Emmanuelle Lebaillon. Je ne sais pas si c'était pour répondre spécifiquement à… Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, oui. Oui, non, bah, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vous avez dit. Du coup, c'était pour ajouter qu'en effet, la haie, si elle est gérée durablement, c'est vraiment dans le respect de l'arbre et notamment le label haie, on a un cahier des charges qui est vraiment dans l'idée de respecter l'arbre, même au niveau des coupes, donc de pas l'endommager son développement. Ok. Merci. Alors, on va prendre encore là pendant 5 minutes les questions. Je vais essayer de vous demander de faire des réponses assez courtes si possible pour laisser ensuite la place au témoignage d'Arzano. Mais donc, il y a plusieurs questions, c'est bien, c'est qu'il y a de l'intérêt. Donc, Marie-Claire Boucher, donc, maire de Saint-Georges de Raimtombault, qui demandait donc 18 chaufferies bois, ça veut dire qu'il y en a une finalement sur chaque commune de Quimperlé-Communauté, que tout le monde joue le jeu. Et quel est le retour des agriculteurs du territoire sur cette démarche volontariste dans leur rapport avec les communes et le PCI? Alors, il n'y a pas une sur chaque commune. J'ai compté, hein, en fait, il y a 13 communes sur 16. Donc, c'est quasiment tout. Comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de contraignant. On accompagne les projets. Après, je pense qu'il y a eu une émulation aussi sur le territoire qui a fait que la commune d'à côté voyait que sa copine, là, ça marchait bien aussi. Donc, ça s'est fait comme ça. On n'a pas demandé une chaufferie par commune. Vous avez des communes où il y a plusieurs chaufferies. Ça se passe comme ça. La deuxième question, c'était… Le retour des agriculteurs. Oui, notamment sur le label haie, peut-être c'est… Alors, le lien agriculteur-EPCI sur la gestion du bois, je ne crois pas qu'on l'a vraiment. C'est à travers la SIC que ça se fait. Moi, on n'a pas de relation vraiment directe avec les agriculteurs. Ce que je sais, c'est que c'est un vrai travail. On a besoin de la SIC pour ça. On a besoin d'avoir une personne pour accompagner les agriculteurs sur cette labellisation haie et sur cette gestion en fait du bocage. C'est pas toujours facile pour eux. Donc, ça se fait pas tout seul. Il faut les accompagner. Je pense que s'il y a aussi une perte de savoir dans l'exploitation d'une haie, peut-être qu'il y a 30, 40 ou 50 ans, les gens savaient mieux le faire. Et aujourd'hui, on a besoin de le réapprendre. Donc, c'est nécessaire d'avoir une personne en fait qui gère l'arbre, qui va voir les agriculteurs pour leur expliquer ça. Donc, c'est pas toujours facile avec eux parce qu'ils ont peut-être des habitudes, je te passe un coup de lanier et puis voilà, pour leur apprendre que non, c'est tronçonner des branches auprès du tronc, des choses comme ça, c'est d'autres types de travaux. Donc effectivement, si on avait un retour des agriculteurs, je pense qu'ils seraient contents sur la partie valorisation, mais que ça demande de l'accompagnement, je pense. C'est nécessaire. Il ne faut pas les laisser tout seuls face à ça. Alors, je prends la dernière question, mais qui est en lien avec le sujet, qui est la commune de Quessoy, qui demande comment est-ce que les agriculteurs sont-ils rémunérés? Alors après, c'est peut-être la SIC qui aurait cette réponse, mais je ne sais pas si vous avez des éléments un peu… Oui. C'est sur les éléments, tous les éléments liés à la filière bois, c'est vrai que c'est plutôt la SIC qui a ces éléments-là.
Voilà, très honnêtement, c'est un calcul, c'est très compliqué parce que l'objectif, c'est de valoriser le bois, de pouvoir payer le bois et ne pas payer que l'exploitation, enfin, que la partie chantier. Et d'un autre côté aussi, de garder un tarif final à la commune, enfin à la collectivité qui achète, qui soit aussi acceptable, concurrentiel. Enfin voilà, il y a tout un tas de questions qui se posent aussi. Hein. On évoquait, il y a des gros faiseurs qui arrivent et qui ont des tarifs beaucoup plus compétitifs. Nous, on est à 110 € la tonne. Voilà, c'est un prix. On peut trouver à 80 € aujourd'hui la tonne. Donc voilà, mais il y a un souhait quand même de pouvoir rémunérer le bois au plus juste prix, quand même aussi pour les exploitants. D'accord. On pourra vous fournir les éléments. Donc, du coup, il y a 2 dernières questions. Alors, je vais vous les dire toutes les deux et après, on passera au témoignage d'Anne Bory. Donc, la première, Gilles Niel de la commune du Menet, qui demande quelles sont les règles d'arbitrage entre les multiples projets qui pourraient être présentés par différentes communes. Voilà, donc peut-être au niveau des fonds de concours ou autres. Et la deuxième et dernière, donc, vu la consommation énergétique du territoire de Quimperlé Communauté, qui doit être aux environs de 1,3 là j'ai un doute, Terawattheure. Oui. C'est 1 milliard de kilowattheures. D'accord, merci. Comment envisagez-vous la résilience énergétique du territoire à terme? Alors, sur la première, d'abord sur les règles d'arbitrage. Alors, sur la première question, en fait, il n'y a pas vraiment d'arbitrage. C'est-à-dire qu'on a un fonds de concours. Les règles du fonds de concours, elles sont définies, en fait, et on accompagne les communes. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir peut-être 2 projets sur une année, et puis 3 l'année d'après, il n'y a pas d'arbitrage. À partir du moment où la commune rentre dans les règles de notre fonds de concours, on la suit. Je crois qu'on n'a jamais dit à une commune qu'on ne la suivait pas sur un projet. Alors, c'est vrai qu'en termes de travail, ça peut être un peu complexe à gérer, mais on ne priorise pas les projets au niveau des communes. Et c'est pour ça que le travail aussi au niveau du fonds de concours est important pour que les règles soient bien claires et s'appliquent à tout le monde. Et à partir du moment où une commune sollicite, ça s'applique. Voilà. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'initialement, comme l'a dit Christophe Leroux, c'était 500 000 € d'enveloppe annuelle qui était dédiée au fonds de concours. Au final, quand on a fait le point en 2017, on venait de dépasser le million. Donc, avec un fonds de concours voté en 2011, donc on a mis 6 ans à atteindre, alors qu'on aurait pu être à 500 000 fois 6, donc à beaucoup plus. Globalement, ce sont des projets quand même. Le principe du fonds de concours, on est sur 50% du reste à charge. Sur le projet, donc ça limite aussi, on ne peut pas aller aider jusqu'au 20% d'autofinancement, par exemple. Et puis finalement, on aide assez souvent quand même des projets qui sont quand même aussi par ailleurs aidés. On a la chance quand même d'avoir de la décile, d'autres aides qui financent bien les projets. Ça permet quand même, sur un réseau de chaleur bois, 70 000 €, ce n'est pas neutre. Ça permet quand même de faire le coup de pouce quelquefois et de faire le choix du bois, peut-être là où, quand on a du gaz, ça peut être un petit peu compliqué. Ça le sera moins normalement, mais quand le prix du gaz est bas, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, là-dessus, on n'a jamais atteint en fait les enveloppes budgétaires qui auraient fait qu'on aurait été obligé de faire des choix. Ok. Et sur la dernière question, peut-être sur la résilience énergétique du territoire à terme. J'ai retrouvé le chiffre de consommation. Vous n'êtes pas très loin. Vous nous annoncez 1,3 TWh. Là, je regarde, en fait, qui était dans le diagnostic de notre PCAET, on est à 1,7 effectivement TWh sur le territoire de Quimperlé Communauté, tout compris, même les transports, le résidentiel, le tertiaire, l'industrie, l'agriculture, donc l'ensemble des consommations d'énergie. On est peut-être un peu plus haut par rapport aux chiffres que vous annonciez là.
je pense que c'est lié, on a un gros tissu industriel agroalimentaire avec des consommations d'énergie qui sont assez importantes aussi sur le territoire. Alors la résilience, je pense que ça revient un peu à ce que j'ai dit en tout début, c'est d'essayer de territorialiser au maximum nos énergies, c'est-à-dire d'être de moins en moins dépendant de l'extérieur. Donc ça passe par des énergies, le bois, ça correspond vraiment bien à ça. Ce qui avait été identifié au niveau de notre PCAET, le photovoltaïque, l'éolien, enfin, c'est vraiment des énergies propres au territoire. Oui, et puis travailler aussi beaucoup sur la demande en énergie, en fait, sur la réduction des consommations. C'est vrai que c'est l'objectif aussi de l'accompagnement des conseillers énergie sur les communes, notamment avec l'enjeu du décret tertiaire. Et puis, on a aussi des gros enjeux sur l'habitat individuel avec la mise en place d'un service de rénovation énergétique de l'habitat à l'échelle de notre interco aussi, où on fait beaucoup d'accompagnement aussi des particuliers. Et puis, dans le cadre du Fonds Chaleur, on a aussi une convention avec l'association ALON, mais on travaille aussi avec eux. Donc, l'Agence de l'énergie du Pays de Lorient. Et donc, on vient d'envoyer là 2500 courriers aux acteurs économiques du territoire pour les accompagner sur la diminution de leur consommation d'énergie et le développement des énergies renouvelables. Et on s'aperçoit qu'il y a pas mal de retours et d'intérêt à cette proposition. Donc, on va aussi vers les autres acteurs autres que que les collectivités. Ok, merci beaucoup pour votre témoignage et vos réponses à toutes ces questions. Je vous propose de passer au témoignage d'Anne Bory. Donc, comment est-ce que concrètement ça s'est traduit sur une commune? Peut-être on peut arrêter le partage d'écran oui. Éventuellement, voilà, pour repasser. Et donc, voilà, Anne qui va donc nous parler sur les deux mêmes thématiques, à la fois la rénovation du patrimoine communal d'un côté et la mise en place d'une chaudière bois de l'autre. Voilà, comment est-ce que ça s'est passé concrètement pour un élu communal? Anne, je te laisse la parole. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Alors, très rapidement, donc Arzano est effectivement une des 16 communes de Quimperlé Communauté. Une petite, on va dire, avec presque 1400 habitants. Donc, Christophe Leroux là, vous a présenté des outils qui se sont construits peu à peu en plus de 10 ans d'histoire d'engagement dans la transition écologique. Au niveau de la commune d'Arzano, moi je ne vais pas vous parler de choses beaucoup plus pragmatiques, concrètes et presque du quotidien, je dirais. Donc, moi je suis maire de la commune d'Arzano depuis 2014. En 2014, on n'avait pas d'élus spécifiquement sur les questions d'environnement, pas d'agents techniques non plus dédiés à ces missions-là, sachant que c'est une petite commune avec des services techniques extrêmement réduits et des gens parfois qui sont là depuis longtemps sans formation spécifique à un métier, en particulier pas les métiers liés à l'environnement. Voilà, donc une difficulté quand même à approcher les questions environnementale au sens très large ou de transition énergétique. Alors heureusement, dès le début, dès 2014 ou 2015, on a adhéré au réseau Brudel qui nous a donné quand même envie qui nous a montré qu'il y avait plein de choses possibles. Mais évidemment, on n'a pas à notre échelle d'ingénierie disponible. Et encore une fois, on n'avait pas d'élus vraiment en charge de ces questions-là et suffisamment outillés, disons, pour prendre les choses en main lui-même. Par ailleurs, assez rapidement dans le mandat précédent, en 2017, Arzano a été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt sur les revitalisations des centres-bourgs. Et donc, juste pour placer un peu le contexte, mais je vais vite, donc on est lancé quand même dans des opérations de restructuration du centre-bourg qui sont importantes. Et je dis ça parce que sans ça, on n'aurait peut-être pas imaginé faire un réseau de chaleur, alors que là, on s'est dit, c'est le moment où, de toute façon, tout va être un peu en vrac, si je peux dire, enfin la voirie, etc. Il y a des gros travaux prévus. Et c'est le moment, sans doute, au moins de réfléchir à la question. C'est comme ça que l'idée du réseau de chaleur est venue.
Ce que je voudrais dire, donc avant de rentrer un peu dans le détail des actions, c'est que, comme le disait le vice-président tout à l'heure, effectivement, à l'échelle de notre territoire, on a des modalités de coopération EPCI communes qui me semblent tout à fait désirables, en tout cas satisfaisantes. C'est-à-dire que ça répond aussi un peu à votre question de tout à l'heure. À aucun moment, moi, j'ai eu l'impression que l'Interco voulait nous imposer quoi que ce soit. C'est vraiment voilà, des propositions qui nous sont faites. C'est-à-dire que la commune reste totalement maître de ses choix et de ses décisions et de développer tel ou tel type de projet ou pas. Par contre, et je pense que c'est d'autant plus important pour les petites communes, en tout cas moi je n'ai que cette expérience-là, l'apport de l'intercommunalité, c'est tout ce qui est l'aide à l'ingénierie, et ça c'est extrêmement important pour nous, et également aussi les soutiens financiers, bien sûr, qui ne sont pas neutres, mais je crois que c'est avant tout l'aide à l'ingénierie pour nous accompagner à réfléchir, concevoir, étudier l'opportunité de ce type de tous les projets. On a parlé des conseils en énergie partagée. Je crois que je vais vous dire en quelques mots comment ils ont pu intervenir sur la commune et ce que ça nous a apporté sur des choses extrêmement simples et concrètes. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée aux responsabilités, on voit bien chacun, on se dit oh, tiens, je suis passée à la mairie dimanche, j'ai l'impression qu'il y avait du chauffage, il faisait bon dans la pièce, c'est bizarre, ou bien tiens, l'éclairage, pourquoi est-ce qu'à tel endroit il est allumé tard, enfin des choses sur lesquelles on se dit qu'on doit pouvoir agir, mais on n'a personne localement, tout simplement, pour prendre la question à bras-le-corps et pour changer les thermostats des radiateurs et pour mettre une régulation et pour aller voir si les conduites d'eau autour de la chaufferie sont suffisamment isolées pour ne pas perdre trop de calories. Enfin, voilà, des choses extrêmement simples, concrètes, ordinaires. Et ça a été la première mission du Conseil en énergie partagée à laquelle j'ai assisté, moi, très peu de temps après ma prise de fonction en 2014. C'est-à-dire qu'il est venu faire un diagnostic de toutes les consommations d'énergie, d'eau sur la commune. Et il nous a fait, en conseil municipal d'ailleurs, parce qu'on y tenait, il nous a fait un certain nombre de préconisations à très court terme, à moyen terme et à plus long terme. Donc ça allait de changer toutes les huisseries d'un bâtiment parce que clairement, on perdait beaucoup de chaleur. Donc ça, c'était dans la partie long terme où il fallait un engagement financier. Mais ça allait jusque-là, mais ça commençait par changer les ampoules dans telle salle parce qu'elles consomment trop ou installer des robinets thermostatiques sur des radiateurs. Donc voilà, ça a été quelque chose d'assez simple finalement, mais qui relevait malgré tout, qui demandait trop de technicité pour que nos agents communaux puissent se saisir de ces questions-là. Donc voilà, premier exemple, encore une fois, tout bête, très concret, mais de l'apport de ces conseils en énergie partagée. Ensuite, quand on s'est lancé dans des projets un peu plus lourds de restructuration de bâtiments, de rénovation de bâtiments ou de construction, nous on n'a pas fait de construction, mais dans toutes les rénovations de bâtiments, notamment dans notre projet justement de revitalisation de centre-bourg, et bien là, les conseillers en énergie partagée ont été associés dès l'amont, c'est-à-dire pour concevoir le projet, en lien avec le bureau d'études fluides s'il y en avait un, pour vraiment définir une stratégie en fait. Et nous aider à prendre des décisions, parce que là encore, on est sur des choix qui demandent une technicité qui est quand même très grande. Et là, c'est personnel ce que je veux dire, mais on a en face de nous des maîtres d'œuvre qui ne sont pas toujours très engagés dans ces questions de transition et qui nous donnent leur vision, mais qui n'est pas forcément la plus vertueuse en termes d'environnement, pour des raisons, parce qu'ils ne veulent pas s'embêter avec des techniques plus complexes, ou parce qu'ils ne veulent pas changer leurs habitudes, ou parce qu'ils ne connaissent pas les produits. Enfin bref, pour des tas de raisons, on a des maîtres d'œuvre qui ne sont pas toujours engagés. En général, quand le maître d'œuvre nous dit qu'il faut faire ça, nous, on a du mal à dire que peut-être il y a une autre solution, qu'on préférerait autre chose, etc. Et là, le fait d'avoir les conseillers en énergie partagée avec nous pour rédiger le cahier des charges et ensuite pour dialoguer avec les maîtres d'œuvre si nécessaire, c'est énorme, quoi. C'est-à-dire que ça change tout en fait dans la conception même des projets.
On peut avoir envie à un moment de, j'en sais rien, moi, on parlait de chaudière bois, on peut imaginer, nous, sur un projet, remplacer l'ancienne chaudière gaz par une chaudière gaz récente, par exemple. Avant, ce n'était pas interdit. Là, le conseiller en énergie partagée peut aussi intervenir pour nous dire, bon, peut-être que stratégiquement, ça vaudrait plus le coup de mettre autre chose. Et il va également nous aider à calculer les subventions potentielles au travers du fonds de concours. Donc, voilà, on a un choix, on reste maître du choix, mais grâce à ce travail-là, le choix, il est éclairé. C'est-à-dire qu'on sait où on va être le plus performant énergétiquement, où ça va nous coûter plus cher, où, voilà. Donc, à partir du moment où on définit de mettre des critères en avant, eh bien, le conseiller en énergie partagée va nous aider à ce que ce soit bien nos critères qui soient décisifs et pas d'autres qu'on ne maîtrise pas. Donc, voilà, ça a été, j'essaye d'accélérer, mais ça a été en tout cas deux types d'actions extrêmement importants pour nous, des conseillers en énergie partagée. Et puis, évidemment, donc on a fait le choix de se lancer dans cette dynamique donc, de réseau de chaleur avec une chaufferie bois pour 5, enfin même 6 bâtiments publics de la commune. Bon, on a la chance d'avoir un EHPAD et un centre Alzheimer sur la commune géré par le CCAS. Donc, évidemment, ceux-là sont des clients, entre guillemets, particulièrement intéressants parce qu'ils sont très consommateurs en énergie, parce qu'en plus, ça ouvre droit à des subventions spécifiques en tant qu'acteur du médico-social. Mais on a également un bâtiment mixte qui va être construit là par un bailleur social avec une maison médicale en rez-de-chaussée, la future cantine, l'école évidemment qui est assez consommatrice aussi. Et donc on a commencé par faire une étude d'opportunité par la SIC du territoire, toujours accompagnée avec le conseiller en énergie partagée. On a vu qu'il y avait une réelle opportunité, donc après on a fait faire une étude de faisabilité. Et finalement, la SPL, donc c'est ouverte au territoire, je pense qu'elle existait déjà, mais elle s'est ouverte au territoire de Quimperlé-Communauté à ce moment-là. Et donc, très vite, la commune a fait le choix de devenir actionnaire de cette société publique locale. Et on a pris la décision en conseil municipal et à l'unanimité enthousiaste. Donc, on a délégué l'intégralité du projet à la société publique locale, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la maintenance quand elle sera en service. Et là, on est au stade où donc le maître d'œuvre a été désigné et la consultation est en cours, enfin les appels d'offres ont été lancés, la consultation est en cours et on espère un démarrage des travaux au début du printemps 2022. Donc, on suit ça puisqu'on est associé évidemment à toute la vie du projet, de toute façon en tant qu'actionnaire de la SPL, et puis aussi au travers de relations plus ou moins formelles et de réunions qu'on a ensemble. Mais à la fois, on n'a rien à faire, c'est-à-dire qu'on ne porte pas le projet. Donc, on est ravis que ce soit d'autres qui fassent le boulot et qui ont surtout la compétence, l'ingénierie, enfin les moyens techniques de suivre ça beaucoup mieux que nous, on pourrait le faire. Voilà, je ne sais pas si je vois leur tourner, je préfère garder du temps pour des échanges là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions posées ou pas. Mais... Alors si, merci beaucoup Anne. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Peut-être juste par rapport à votre réseau de chaleur, d'un point de vue financier. Donc comment est-ce que dans les grandes lignes, combien ça vous a coûté et quelles subventions vous avez pu avoir pour le mettre en place? Alors là, comme ça, je ne vais pas vous donner de chiffres, d'autant que, encore une fois, nous, on ne porte rien là-dedans. Ouais, donc financièrement, même financièrement, c'est la SPL qui porte. La SPL porte absolument tout. On s'est juste engagé à faire ce qu'on appelle une avance, je ne vais pas retrouver le nom, une avance en compte courant d'associés. Donc, on avance, alors je crois que c'est 10% du projet et c'est de l'ordre de 95 000 €. C'est-à-dire que c'est un projet globalement qui va coûter à peu près 950 000 € à quelques. Je vous dis ça un peu à la louche, hein, excusez-moi, mais bon. Donc, on fait une avance en compte courant d'associés qui nous sera remboursée dans les 2 ans.
Mais c'est la seule chose au niveau de l'investissement. Éventuellement, on est garant d'une partie de l'emprunt qui sera fait par la SPL. Mais c'est tout, c'est-à-dire qu'après, c'est la SPL qui investit pour faire les travaux et ensuite qui se rémunère en vendant la chaleur en fait aux différents acteurs, c'est-à-dire nous, pour ce qui est, enfin, le CCAS pour ce qui est de l'EHPAD et du centre Alzheimer, la mairie pour ce qui est de l'école et de la future cantine et de la maison médicale, l'OPAC pour les logements sociaux. Voilà, donc c'est en revendant la chaleur que la SPL finance ces projets en fait. Et comme il y a une grosse enveloppe de projets sur l'ensemble du territoire, évidemment les projets portés par la ville de Lorient sont sans commune mesure avec ceux d'Arzano, hein, vous imaginez bien. Et du coup, ça fait le développement de ces différents projets assure l'équilibre financier de la SPL au fil du temps, quoi, avec évidemment des emprunts bancaires, des subventions. Séverine vous dira sans doute mieux, mais la SPL, du coup, adhère au fonds de chaleur, enfin, et gère les subventions du code de la... Enfin bref, je ne rentre pas là-dedans, je ne connais pas cette cuisine. Et nous, on n'a absolument rien apporté, quoi, ni les demandes de subventions, ni... nous, on se contente de valider en conseil municipal. On a validé d'abord d'être actionnaire de la SPL, ensuite de faire une délégation de service public pour l'ensemble du projet et sa vie, sa maintenance ensuite. Et d'aller au conseil d'administration, enfin aux instances de la SPL évidemment, mais ça c'est un plaisir. Et puis de signer des conventions, quoi. C'est-à-dire que le conseil municipal m'a autorisé à signer les conventions avec la SPL, mais c'est à peu près tout ce dont on s'occupe sur ce projet-là. Tout en gardant le pouvoir de décision, c'est-à-dire que c'est nous qui l'avons dessiné, qui avons défini quels étaient les bâtiments concernés. On indique aussi, on n'en est pas encore là, mais on indique que dans la fourniture de bois, on tient à ce que ce soit du bois local, qu'il n'est pas question effectivement d'aller chercher du bois à 200 km. Et ça, après, c'est à la SPL de se débrouiller pour fournir, enfin, pour satisfaire à ce cahier des charges. Et c'est la SPL qui va également gérer tout ce qui est facturation. J'entendais qu'il y avait aussi des logements qui seront reliés au réseau. Donc, tout le système de facturation énergétique sera aussi géré par la SPL auprès des particuliers. Tout à fait. C'est elle qui revend la chaleur. Ok. Alors, je reprends les questions du chat. Donc, Monsieur Ramard de Saint-Juvat, alors c'est toujours par rapport aux aides, l'intercommunalité doit-elle conditionner ces aides, ingénierie, subventions, afin de veiller à ce que les projets communaux aillent dans le bon sens? Et inversement, des projets contraires au PCAET ne sont-ils pas aidés par le PCI? Dominique, je peux préciser en fait ma question, c'est quand Anne tout à l'heure a dit la commune est libre de ses choix. Et moi, je suis plutôt un partant des contrats d'engagement réciproque entre communes et intercommunalité. De temps en temps, il faut se donner un objectif commun qui aille un peu plus loin que simplement ce que la commune veut faire ou ce que l'intercommunalité veut bien accompagner. C'est qu'à un moment, au vu des enjeux de transition énergétique, il faut absolument se forcer à aller plus loin que faire ce que simplement on a envie de faire. Donc, c'est un peu cette ambition partagée entre communes et intercommunalité que j'aimerais savoir comment vous prenez pour la faire émerger sur un territoire comme celui de Quimper Communauté et comment la commune d'Arzano supporterait d'être poussée par son intercommunalité. Il me semble, enfin, je vais laisser Christophe compléter ensuite, mais c'est le rôle des conseillers en énergie partagée, quoi. C'est-à-dire que d'abord, la définition du fonds de concours est assez, enfin, les critères qui sont dedans, qui d'ailleurs sont impossibles à calculer pour nous, hein, encore une fois. Mais, enfin, j'exagère, mais c'est quand même effectivement complexe, comme l'a dit Séverine tout à l'heure. Ça demande d'avoir un diagnostic énergétique avant travaux et un diagnostic énergétique après travaux pour mesurer l'amélioration, le gain de performance, etc. Et là-dessus, c'est le CEP qui nous accompagne, mais pour nous, ça a été presque l'inverse, c'est-à-dire qu'on imaginait un projet, je pense à un dojo là, qu'on est en train de rénover dans un ancien bâtiment, qui était une catastrophe sur le plan énergétique, parce qu'il est vieux, ce bâtiment. Nous, on s'était dit qu'on voulait arriver qu'on voulait utiliser tel type de matériel, enfin bref, on s'était donné un peu un niveau d'exigence.
Et en fait, le conseiller en énergie partagée et le bureau d'études énergétiques, j'ai dit fluide tout à l'heure, c'est énergétique bien sûr, nous ont poussé à aller plus loin que ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire avec des matériaux biosourcés, avec des choses nous, on avait imaginé rester un peu en dessous, et on nous a encouragé à aller plus loin. Alors, ça coûtera peut-être un peu plus cher à la mairie, mais il y a aussi le fait que du coup, les subventions accordées par Quimperléco, il y a un bonus pour les matériaux biosourcés, par exemple, dont on pourra bénéficier. Et puis, alors on n'a pas sollicité l'aide du CEP pour rédiger nos dossiers de DECIL et de DETR, on s'est débrouillé tout seul. Mais le fait d'afficher des performances énergétiques élevées, on pense que ça nous a quand même aidé parce qu'on est bien aidé par l'État aussi sur ce projet-là. Donc là, ça a été plutôt l'inverse, c'est-à-dire que on n'a pas pris comme une contrainte, c'est-à-dire que nous, on n'aurait pas osé parce qu'on se disait on n'a pas les moyens. Et là, grâce à l'aide de Quimper-les-Communautés, on va aller un petit peu plus loin que ce qu'on avait souhaité. Par contre, j'imagine que si on avait dit, j'en sais rien, non, on préfère avoir des radiateurs électriques et des fenêtres qui ferment mal, je pense que Quimper-les-Communautés nous aurait dit on ne vous accompagne pas là-dessus. Donc, voilà, il me semble qu'on est resté décisionnaire du projet. Ça allait dans le sens, évidemment, de ce que le PCI nous encourage à faire. Donc, moi, je n'ai pas vu ça ni comme un conflit, ni comme une contrainte, mais plutôt au contraire comme une aide à pousser un peu plus loin le curseur que ce qu'on avait imaginé. Juste peut-être pour une petite illustration, mais parce qu'on a dit qu'on avait revu les modalités du fonds de concours en 2017. En fait, quand il a été créé en 2011, on avait différents types de travaux qui étaient aidés, les grosses rénovations globales, le changement de système de chauffage pour de l'énergie renouvelable, mais aussi ce qu'on appelait les travaux de le confort thermique. Donc, on aidait le remplacement de fenêtres, par exemple, ou les systèmes de régulation, l'éclairage, tout ce genre de choses. Alors, à un taux moins important, c'était 15% du montant hors taxe, au lieu de 50% sur de la rénovation globale. Néanmoins, on avait un certain nombre de demandes qui étaient assez nombreuses, et on a décidé en 2017 d'arrêter ces aides parce qu'on s'est dit que c'était un peu trop facile parfois d'aller sur ce type d'aide. Alors, quelquefois, ça convenait parfaitement parce que c'est compliqué de faire des rénovations globales. Je pense par exemple à la ville de Quimperlé qui l'utilisait régulièrement pour ses groupes scolaires. Faire une rénovation globale d'un groupe scolaire, c'est quand même assez conséquent. Bon, on a aidé sur du remplacement de menuiserie de simple vitrage en double vitrage. C'était déjà appréciable, je pense, concrètement pour les usagers de ces groupes scolaires-là. Mais voilà, c'est un choix qu'on a fait, par exemple, et qui illustre le fait qu'on a vraiment voulu recentrer sur pousser à la performance et pas se contenter de petites décisions qui sont déjà bien, quand ça va dans le bon sens, mais bon. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans une des diapos de la présentation, on a bien dit et on l'a reprécisé, qu'effectivement, on avait mis en place au bout d'un moment des nouvelles modalités en fait, au niveau du fonds de concours, en donnant du bonus à ceux qui rentrent vraiment dans une démarche où ils se donnent des niveaux de réduction de consommation d'énergie de plus en plus importants. Comme disait Anne aussi, on a un petit bonus si on est sur des matériaux biosourcés. Effectivement, on voit bien que par rapport à notre premier dispositif, qui était peut-être sur quelque chose d'un petit peu moins global, on est rentré sur quelque chose d'un peu plus global de performance sur le bâtiment que équipement par équipement, où on pouvait peut-être avoir des effets d'opportunité, d'aubaine. J'ai des fenêtres à changer, on est allé sur quelque chose entre une consommation d'énergie avec, je ne sais plus comment c'est, de référence, et puis ce que ce sera après. Et en fonction des performances qu'on atteint, on a plus d'euros au mètre carré de bâtiment, par exemple. C'est comme ça qu'on... Donc, effectivement, notre dispositif a un peu évolué dans le sens où pour pouvoir pousser un petit peu aussi les projets pour qu'ils aillent, comme vous dites, dans le bon sens.
Inversement, je ne crois pas qu'on a enfin, est-ce qu'il y a des projets vraiment contraires au PCAET? C'est sûr qu'ils sont, enfin, on ne serait pas sollicité, je pense, voilà, enfin, et je ne vois pas trop. Après, on est vraiment là-dedans, quoi, d'essayer de mettre dans les projets des communes, de faire rentrer dans les projets des communes les objectifs de notre PCAET. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et les modalités de fonds de concours vont d'ailleurs être certainement amenées à évoluer puisqu'on va avoir une nouvelle réglementation thermique et évidemment l'objectif dans les modalités de fonds de concours, c'est d'aller plus loin que la réglementation thermique de base, on va dire, qui est appliquée aujourd'hui. Donc c'est nous qui sommes aussi, par rapport à ça, d'être, comme dit Séverine, de savoir à un certain moment se dire que peut-être notre dispositif, allez, on l'augmente encore d'un cran sur de l'exigence aussi. Bon, quelque chose qu'on a peut-être mis en place il y a 5-6 ans, on ne le fait plus aujourd'hui. Et sur les modalités du fonds de concours, c'est bien ce qui s'est passé. Il y a aussi eu, je pense, une appropriation et une habitude. Je pense qu'on aurait mis dès 2011 un gros niveau de performance avec des modalités très contraignantes. On aurait peut-être eu un petit peu de mal à avoir des projets. C'était 2011 aussi, hein, mais voilà. Le fait d'avoir été un peu plus ouvert au début, puis de resserrer et d'augmenter la performance, ça permet aussi, je pense, de s'approprier ce dispositif et de ne pas tout de suite en faire un rejet en disant c'est inatteignable, c'est trop compliqué, de faire peur, quoi. Et lors de nos échanges pour préparer ce webinaire, vous nous expliquiez aussi que quelque part, les fonds de concours étaient aussi fléchés pour aider plus globalement à des projets qui favorisaient la revitalisation des centres-bourgs et donc privilégier plutôt des projets de rénovation ou rénovation-extension plutôt que des projets neufs. Donc il y avait aussi quelque part cette dimension-là, cette attention-là pour les projets accompagnés. Le fonds de concours, ça peut être un outil un petit peu extraordinaire au niveau d'une EPCI parce qu'on y met un peu ce qu'on veut en fait. Voilà. Donc en termes d'action en fait sur un territoire pour une EPCI, à travers ce dispositif-là, évidemment, il se fait aussi un peu en concertation avec les communes, quoi, mais c'est quand même un outil assez puissant sur un territoire en fait à travers ça pour essayer d'amener en fait à avoir des projets. C'est vrai que c'est quelque. Mais alors, il faut bien le travailler sur les règles, les modalités. Ok, alors je crois qu'il n'y a pas d'autres questions des participants et il est 19h31, donc on est bien dans les temps. Voilà, on avait voulu faire un webinaire qui termine vraiment à 19h30 pour ne pas trop traîner. Je peux juste savoir quelle différence entre l'ALEC et le CEP, le Conseil en énergie partagée, parce qu'en fait, on ne comprend pas bien cette nuance. Il semblerait que le CEP de Quimperlé Communauté ait des fonctions assez importantes, élargies. Et on se demande aussi si c'est propre à cette intercommunalité ou si on peut retrouver ça dans toutes les intercommunalités. Alors, c'est vrai que quand Christophe Leroux l'a expliqué avant, en fait, nous, on n'avait pas d'ALEC sur la Cornouaille. Enfin, le Quimper-Cornouaille Développement n'est pas une ALEC à proprement parler, mais fait partie du réseau des ALEC. Donc, porter le service de conseil en énergie partagée. En 2017, il y a eu un choix politique qui a été de se retirer de Quimper-Cornouaille Développement et de partir, de se rapprocher plutôt du côté lorientais. Ce service en énergie partagée qui était porté par Quimper-Cornouaille Développement a été transféré au sein du SDEF chez nous, donc le syndicat départemental d'énergie du Finistère. Et à ce moment-là, nous, on s'est posé le choix. Alors, côté Lorient, il y a une agence locale de l'énergie, donc ALON, mais qui ne porte pas les conseillers en énergie partagée, qui, en tout cas sur l'Orion Agglomération, qui sont portés aussi en régie. Donc, on s'est posé la question, est-ce que on reste, on va sur demander
à l'ON, à cette agence locale, de porter les postes de conseillers. Et finalement, on a fait le choix de les porter en propre. Et un peu plus loin, c'est ce qu'expliquait Christophe Leroux, en allant un peu plus loin que ce qui se passe sur Lorient Agglomération et sur la plupart des collectivités en Bretagne qui le font, c'est-à-dire que ça existe, hein, il y a d'autres, hein, je crois qu'il y a Morlaix Communauté qui a des conseillers énergie aussi en régie. C'est porté soit par les ALEC, soit par des intercommunalités. Nous, la différence peut-être, c'est qu'on a pris la compétence. Lorient Agglomération, par exemple, fonctionne un petit peu comme une ALEC, c'est-à-dire qu'il y a un conventionnement de Lorient Agglomération avec les communes sur une durée. Nous, les communes, elles ont d'office ce service. C'est une compétence, elles l'ont d'office en fait. Ça a été calculé déjà dans la CLET, elles le payent de toute façon. Elles y font appel ou pas appel, elles le payent. Elles ne peuvent pas dire je le prends pour 1 an, je le prends pour 2 ans, après je ne le prends plus, je le reprends, ce qui pouvait être un petit peu compliqué à gérer. Et le choix a été fait de dire on transfère et on ne se pose pas la question tous les ans, ne serait-ce aussi en matière de gestion de ressources humaines. Enfin, ça peut être assez compliqué d'avoir des variations d'adhésion des communes sur un territoire. Donc, voilà, nous, c'est... on a l'ON qui aurait pu porter, mais il y a eu ce choix-là. Je ne sais pas si j'ai été claire. C'est une compétence. Oui, oui, merci. Il me semble qu'à Dinan Agglomération également, les CEP sont en régie, peut-être Dominique. Oui, mais avec une cotisation quand même qui est versée par les communes qui adhèrent, donc de 42 centimes d'euros par habitant. Voilà, et ça pose de fait un peu question entre les communes qui sont non adhérentes, mais qui aimeraient bien quand même bénéficier d'une ingénierie pour notamment remplir les dossiers de DETR et de SIL, comme Anne l'a évoqué tout à l'heure. Voilà. Mais on était aujourd'hui dans un séminaire entre le syndicat d'énergie et les structures porteuses de conseillers en énergie partagée, justement pour voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer cet accompagnement des communes dans le cadre de la transition énergétique qu'elles souhaitent mettre en œuvre. Ok, très bien. Bon, je pense qu'on va arrêter là, sauf si d'autres personnes ont des dernières remarques. Je ne sais pas si Marie-Claire Boucher, est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion ou de remerciement éventuellement pour terminer le webinaire, si tu es encore là. Oui, oui, je suis toujours là. Tu m'entends? Oui, oui, oui. Merci à vous tous, effectivement. C'est intéressant parce que c'est des fonctionnements qui peuvent être très différents. Je vois pour nous, notamment, on ne fonctionne pas du tout comme ça à Fougères Agglomération, mais justement, on peut se dire aussi que les choses, c'est toujours éclairant et puis des apports nouveaux. Donc, merci pour les explications qui étaient très claires. Et même les grands schémas étaient très clairs, donc bravo. Merci. Et puis à bientôt pour d'autres sujets, parce que c'est vrai qu'il y a eu des suggestions, là j'ai vu notamment de Dominique Ramard sur d'autres sujets Bruded à explorer, mais voilà, Bruded est un puissant fond, donc c'est intéressant. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Merci.